Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des marchés boursiers. Donc je vais vous expliquer en détail qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois. Je vais vous expliquer également comment je me suis positionné dans la hausse qu'on a eue récemment sur les marchés et mes prédictions pour les prochains mois. J'ai déjà fait une vidéo comme ça en début d'année. Donc aujourd'hui, on fait le point 8 mois plus tard. On va voir comment les choses ont évolué et si finalement j'ai eu raison ou non sur le développement des marchés. Mon objectif avec cette vidéo-là, c'est de tout simplement vous apporter le plus de valeur possible et vraiment de vous montrer en fait comment je vais structurer mes idées de trade, comment je vais réfléchir, comment j'aborde les marchés et évidemment mon but c'est aussi de tout simplement rendre mon contenu gratuit meilleur que le contenu payant des autres parce que je veux vous montrer à quel point ce qu'on fait c'est excellent, à quel point c'est professionnel et au final c'est de cette façon-là qu'il faut travailler pour avoir des résultats en trading. Donc guys, j'espère que vous êtes excités pour cette vidéo-là, ça va vous apporter comme j'ai dit énormément de valeur. Donc si c'est le genre de contenu que vous aimez, mettez un like sur la vidéo. Je vais me fier là-dessus pour voir si c'est vraiment le genre de vidéo qui vous plaît et si oui, je vais en faire plus souvent dans le futur et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc allons-y directement. Vous allez voir que je vous ai préparé quelques graphiques qu'on va prendre le temps de regarder aujourd'hui ensemble. Ça va vraiment vous permettre de comprendre le processus que je vais suivre pour créer mes idées de trade. Ça fait presque 5 ans aujourd'hui que je trade à temps plein. S'il y a bien une chose que je sais faire dans la vie, c'est le trading et comprendre les marchés. Donc c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Donc premièrement, faisons une petite mise en contexte de où est-ce qu'on était la dernière fois que je vous ai fait une vidéo comme ça et qu'est-ce qui s'est passé depuis ce moment-là. Donc la dernière fois que j'avais fait une vidéo, c'était en février 2023. On était très exactement ici sur les marchés et cette vidéo d'ailleurs est encore disponible aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez aller la revoir après celle-ci, n'hésitez pas. Et c'est vraiment en fait une vidéo où j'expliquais mon point de vue haussier sur les marchés, autant donc d'un côté fondamental que du côté technique. Donc j'avais déjà à ce moment-là commencé à accumuler des positions. Je l'avais d'ailleurs mentionné dans cette vidéo et j'en avais rajouté au niveau du breakout là, par la suite si ma mémoire est bonne. Donc ça, c'était vraiment la première partie de l'année. On avait à ce moment-là beaucoup de peur au niveau des marchés. On parlait des faillites bancaires aux États-Unis, des choses comme ça. Moi, personnellement, j'étais resté haussier durant toute cette période. Encore une fois, si ça vous intéresse, allez écouter cette vidéo-là par la suite. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo, comme ça vous allez pouvoir la retrouver facilement. Et comme j'ai dit, donc j'avais accumulé plusieurs positions alentour d'ici. Et je les avais tenues jusqu'en juin. Donc, si je me rappelle bien, c'était aux alentours d'ici que j'avais décidé de sortir de cette position. Je trouvais que le marché commençait à être un peu accentué. On peut le voir sur le RSI, qui est un indicateur technique quand même assez fiable. Donc, on peut voir qu'on était assez accentué. Si on met une trendline de cette façon-là, juste ici, et qu'on vient cloner la trendline, donc ça c'est un des points que je fais quand même souvent dans mon trading. On peut voir qu'on était pas mal dans le haut justement là du couloir haussier. Donc j'avais plusieurs raisons même fondamentales qui me faisaient penser qu'on allait faire une correction. L'un des points les plus importants, je vais en reparler un petit peu tantôt, c'est aussi au niveau des tendances saisonnières. Donc les tendances saisonnières essentiellement, c'est les périodes de l'année où un actif a peut-être plus de chances de monter ou de baisser. Donc je vous ai sorti le graphique juste ici et si on regarde donc les tendances là, saisonnières, donc, comme on peut voir juste ici, souvent, on a une correction là, aux alentours de début été jusqu'en octobre-novembre et par la suite, le marché là, reste aussi évidemment là, sur du long terme. Mais donc, souvent, aux alentours du début été jusqu'en octobre-novembre, on a une correction sur les marchés. C'est l'un des indicateurs que j'utilise le plus personnellement sur les indices parce que ça fonctionne extrêmement bien et c'est l'une aussi des raisons là, pourquoi j'avais décidé de sortir aux alentours aussi de début juin. Fait comme on peut voir par la suite, le marché avait monté un petit peu plus. Donc évidemment, j'ai pas réussi à timer le top de façon parfaite et vous allez voir aussi que sur mes positions récentes, j'ai quand même bien timé le low, mais c'était pas non plus parfait et l'objectif, soit dit en passant, ce n'est pas d'être parfait, ok? Le but en trading, c'est de faire de l'argent. On n'essaie pas d'être parfait, ok? On va pas rentrer son ego dans tout ça. Donc bref, c'est pas super grave d'avoir manqué on sait quoi, ça c'est à peu près 3% de gain. Bon, c'est pas la fin du monde, ok? Surtout que je n'avais quand même fait pas mal depuis ces niveaux-là. Bref, donc ici, on a eu un petit peu plus de hausse et là, par la suite, on a donc effectivement commencé la correction comme que je m'attendais d'avoir durant l'été. C'est pour ça que personnellement, j'étais sorti des marchés. Donc là, on a eu la correction et comme on peut voir récemment, eh bien, on a finalement trouvé un point bas juste ici et là, on est en train de repartir de façon assez impressionnante, même j'ai envie de dire. Donc, très, très belle hausse là, dans les dernières semaines sur les marchés boursiers et vous allez voir mes prévisions pour les prochains mois, mais personnellement, je suis extrêmement haussier. Je pense que ça va
va continuer et c'est pour ça que j'ai réussi à accumuler donc des nouvelles positions pour justement ce mouvement-là. Bon, là, on va se pencher un peu plus sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment cette partie-là de la vidéo, à mon avis, qui va vous apporter le plus de valeur, c'est-à-dire pourquoi les marchés augmentent. C'est quoi les raisons derrière ça? Comment qu'on peut créer une idée de trade alentour de ça qui fait du sens? Bon, premièrement, il y a un graphique qu'on va se pencher dessus un peu plus et c'est ce graphique-là juste ici. Premièrement, je vais commencer par enlever cette ligne-là. On va la remettre plus tard, mais je veux commencer avec ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on regarde en ce moment? Eh bien, en blanc, c'est le marché boursier. Donc, en l'occurrence, le S&P 500. C'est, selon moi, le meilleur indice boursier pour avoir une référence globale des marchés boursiers. Et en orange, on a les taux d'intérêt aux États-Unis. Je précise également, juste pour être clair, là, que toute mon analyse est tout le temps basée par rapport aux États-Unis. Je vais également regarder un petit peu l'Europe et la Chine, mais les États-Unis, c'est de loin l'endroit, on va dire, le plus important qu'il faut analyser pour avoir une vision globale des marchés. Très honnêtement, ce qui se passe au Canada, d'un point de vue mondial, c'est pas très important. OK, donc moi, personnellement, je ne veux pas beaucoup regarder le marché canadien. Comme j'ai dit, quand on fait ce qu'on appelle le World View, tous les étudiants de mon programme vont savoir de quoi qu'on parle. Donc, quand on analyse le monde en tant que tel, comme j'ai dit, on va regarder surtout les États-Unis, l'Europe et la Chine. Le Canada va même pas rentrer là-dedans. Bref, c'était juste une petite précision parce que des fois, je me fais poser cette question-là. Bon, premièrement, qu'est-ce que je veux vous montrer avec ce graphique-là? Je veux ici, entre guillemets, briser un mythe qu'on entend très souvent et que je vois très souvent moi-même là, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand les taux d'intérêt augmentent, c'est là qu'on a un crash sur les marchés puis que ça y est, c'est négatif. Okay? Mais historiquement parlant, c'est aucunement ça. Et c'est ça que je vais vous expliquer juste ici. Donc si par exemple, on regarde les deux gros derniers crashs boursiers, c'est-à-dire en 2000 et en 2008. Okay? Bon, on avait aussi eu, évidemment, en 2020, c'était, oui, un crash, mais c'est pas non plus un crash qui est aussi gros. T'sais, on peut voir ici que c'est vraiment moins gros que 2000 et 2008. Fait que les vrais deux derniers crashs boursiers, on va dire, là, c'est 2000 et 2008. Alright? Fait que si on regarde ça juste ici, puis qu'on zoome un petit peu plus. OK? Donc, comme j'ai dit, en orange, c'est les taux d'intérêt et en blanc, c'est les marchés boursiers. Donc, qu'est-ce que je veux vous montrer? Eh bien, c'est plutôt simple à comprendre. C'est tout simplement le fait, donc, regardez, quand les taux d'intérêt augmentent, OK? Donc, la ligne orange encore une fois, eh bien, le marché boursier est encore haussier. Okay? C'est pas là qu'on a une correction, c'est pas là que le marché se plante. Donc souvent, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, la Banque centrale va augmenter les taux d'intérêt. Le plus qu'une banque centrale augmente les taux d'intérêt, le plus que ça va mettre une pression sur l'économie. Pourquoi? Parce que le plus que les taux d'intérêt sont élevés, eh bien, le plus difficile que ça va être pour les consommateurs d'emprunter, par exemple, à la banque pour acheter une maison, acheter une voiture, des choses comme ça. Donc, le plus qu'une banque centrale augmente les taux d'intérêt, le plus que l'économie va avoir tendance à ralentir. Okay? Donc ça, c'est super important de le comprendre. Par contre, un autre point qui est très important de comprendre, et c'est ça qui va vous expliquer ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est que quand une banque centrale augmente les taux d'intérêt, l'impact concret sur l'économie n'est pas soudain, ok? C'est-à-dire que quand une banque centrale augmente les taux d'intérêt, mettons qu'on est mercredi, bon, ben c'est pas jeudi que toute cette hausse de taux d'intérêt va se faire ressentir. Donc, il y a vraiment un délai entre le moment où ils augmentent les taux d'intérêt et le moment donc où est-ce que ça se fait pleinement ressentir. Et souvent, ce délai-là, je vous dirais, c'est aux alentours de 6 à 12 mois. Ça peut même aller un petit peu plus loin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Banque centrale va augmenter les taux d'intérêt graduellement et donc, éventuellement, ok, plusieurs mois par la suite, ça va commencer à se faire ressentir. Donc, l'économie va commencer à ralentir un petit peu. Et c'est seulement si quelque chose brise dans l'économie, si on a vraiment quelque chose qui devient extrêmement négatif, que là, les marchés vont commencer à baisser et les taux vont rebaisser également parce que la Banque centrale va essayer de restimuler l'économie et de soutenir un peu, veut pas, les marchés. Okay? Donc, essentiellement, ça fonctionne tout le temps comme ça. Donc, on a les taux d'intérêt qui augmentent comme on peut voir juste ici. Pendant cette période-là, normalement, l'économie est encore en pleine croissance. L'économie va encore super bien parce qu'il y a justement un délai donc avant que ça se fasse vraiment ressentir. Ensuite de ça, quand que la Banque centrale juge qu'ils ont assez augmenté les taux, on a une pause. Donc, comme on peut voir ici, la ligne orange arrête de monter. Donc, eux, ils vont arrêter de monter les taux. Ils vont pas tout de suite les couper. Ils vont juste mettre une pause. Et c'est vraiment si quelque chose se brise dans l'économie que là, le marché boursier va entamer une plus grosse correction et que les taux d'intérêt vont rebaisser. Donc,
historiquement parlant, c'est en fait quand les taux d'intérêt rebaissent que souvent les marchés vont baisser. Okay? Donc ça, c'est super important de le comprendre. On a un très bon exemple avec justement le crash en 2000 et on a le même principe en 2008. Donc ça, c'est le crash de 2008. Même chose, ok? C'est exactement pareil. Les taux d'intérêt commencent à monter, donc la ligne orange. Le marché boursier, pendant cette période-là, est encore extrêmement haussier, donc tout va bien de ce niveau-là. Le marché boursier continue donc de monter et éventuellement quelque chose éclate au sein de l'économie, surtout s'il laisse les taux d'intérêt élevés pendant très longtemps. Okay? Donc le plus longtemps que les taux d'intérêt sont élevés, le plus que ça va se faire ressentir. Si la Banque centrale va trop loin, ça va donc briser quelque chose dans l'économie. En l'occurrence, en 2008, c'était la crise des subprimes, donc c'était plus relié au marché immobilier. Et donc par la suite, c'est là que le marché commence à baisser et que les taux d'intérêt rebaisse aussi. Donc bref, tout ça pour dire, ces deux exemples-là, c'est vraiment pour vous expliquer en fait que quand la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, ce n'est pas là, historiquement parlant, que le marché se plante. Ça va arriver si les taux d'intérêt restent élevés pendant longtemps et si quelque chose brise dans l'économie. C'est très important de comprendre le mot « si ». Okay? Ça ne veut pas dire que parce que les taux d'intérêt sont élevés, ça va forcément crash éventuellement. C'est pas du tout ça. C'est si quelque chose brise, là, à ce moment-là, on pourrait avoir une correction. Mais est-ce que ça se peut, par exemple, que la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, les laisse élevés pendant longtemps, les rebaisse sans créer un crash? Ben oui, c'est possible. Okay? Donc, c'est super important de bien comprendre là, tous ces principes-là juste ici. Donc, si on regarde en ce moment les marchés, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a les taux d'intérêt qui ont énormément augmenté dans plus ou moins la dernière année. Donc, ça, je pense que tout le monde le sait. Et bon, le marché au début avait un petit peu baissé, mais là, on est en train de très, très bien remonter. En ce moment, au moment où j'enregistre la vidéo, on ne s'attend pas à ce que la Fed augmente davantage les taux d'intérêt, tout simplement parce que l'économie commence à ralentir. Comme j'ai dit, si on regarde ici, les taux d'intérêt ont vraiment commencé à monter au début 2022. Là, on est fin 2023, fait que ça a quand même pris même 1 an et demi avant que vraiment ça commence à se faire ressentir. Mais là, depuis quelques mois déjà, les données économiques ralentissent un peu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Fed s'approche et potentiellement même a déjà terminé de monter les taux. Et là, on va tomber dans une période de pause où ce que les taux vont pas augmenter, mais ils vont pas non plus diminuer. Comme j'ai dit, historiquement parlant, c'est quelque chose qui est encore positif pour les marchés. Ok, on a un bon exemple juste ici. Bon, ça a commencé à baisser un petit peu avant que les taux baissent. Ok, mais c'est totalement normal. C'est quelque chose de similaire juste ici. Là, le timing exact, c'est pas ça le point. C'est plus de comprendre le cycle en lui-même. Même principe ici, les taux ont stabilisé, le marché montait encore. Donc si ici les taux se stabilisent, eh bien le marché peut encore très bien monter. Donc on n'est pas dans une situation où ce que le marché va vraiment crash. Puis en passant, j'en ai pas trop parlé, mais c'est la même chose qu'on a eu plus ou moins en 2020. Bon, c'est sûr que là, la raison du crash, c'était peut-être plus sanitaire et non économique. Fait que c'est pour ça que c'est une situation qui est un petit peu différente. Mais concrètement, c'est la même chose. Les taux augmentaient, le marché boursier continuait d'augmenter. Ok, donc ça, c'est super important de le comprendre. Donc, même si les taux se stabilisent pendant plusieurs mois, eh bien, comme j'ai dit, historiquement parlant, donc, ce n'est pas un environnement qui est forcément négatif pour les marchés boursiers. Même au contraire, historiquement parlant, ça reste encore haussier durant cette période. Donc, comme j'ai dit, le point le plus important à retenir, c'est tout simplement que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas quelque chose qui brise dans l'économie, qu'on n'a pas vraiment soit des grosses faillites ou vraiment un taux de chômage qui augmente extrêmement rapidement. Bref, quand on n'a pas quelque chose de très négatif comme ça, le marché, historiquement parlant, dans une telle situation, reste haussier. Et je vous rappelle encore une fois que le trading, c'est un jeu de probabilité. Est-ce que ça veut dire qu'on va forcément avoir raison? Non, évidemment. Mais sur du long terme, si on est capable d'avoir des bons processus et des bonnes réflexions, on va optimiser les probabilités et donc être rentable, tout simplement. Bon, ensuite de ça, autre point à mentionner, c'est tout simplement le fait de comprendre pourquoi les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt. La réponse est plutôt simple, c'est tout simplement à cause de l'inflation. Donc ici, j'ai sorti le graphique de l'inflation. C'est un graphique qui est extrêmement important à comprendre. Juste pour vous mettre en contexte, l'objectif d'une banque centrale va être de maintenir l'inflation aux alentours de 2% annuel. Okay? Donc, c'est normal d'avoir de l'inflation dans une économie. C'est quelque chose qui est même recherché parce que si on n'a pas d'inflation, ça veut dire que l'économie n'est pas en croissance et qu'on a plus un ralentissement qu'autre chose. Donc, un peu d'inflation, c'est parfait. Mais si on en a trop, c'est là que ça devient quelque chose d'extrêmement risqué.
Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à faire quelques recherches là-dessus sur Internet, mais historiquement parlant, on a même des civilisations entières qui ont été détruites parce qu'ils ont eu une inflation qui était beaucoup trop forte. L'inflation, c'est la hausse de prix des biens et services, mais c'est également la perte, on va dire, de valeur de la monnaie. Donc, ce qui arrive, c'est que si on a une inflation qui est extrêmement élevée, ben même si les personnes ont de l'argent, ben l'argent en soi vaut plus rien. Et donc, si l'argent vaut plus rien, bon, ben toute l'économie au final est terminée, là. Tu sais, c'est vraiment un très, très gros risque pour une économie d'avoir une inflation qui est trop forte. Et c'est pour ça, donc, que ce qui est arrivé, eh bien là, on avait eu la pandémie, les taux d'intérêt avaient énormément baissé, les banques centrales ont imprimé énormément d'argent et par la suite, ben, évidemment, sans grande surprise, ça a créé de l'inflation. OK? Et par la suite, quand l'inflation était vraiment rendue beaucoup trop élevée, la banque centrale s'est dit, OK, c'est trop, on doit remonter les taux d'intérêt, ralentir un peu l'économie pour que l'inflation ralentisse aussi. Et comme on peut voir, ben pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt bien engagé, c'est-à-dire que l'inflation a quand même bien rebaissé. On était monté presque à 9%, ce qui est extrêmement élevé. Et là, on a quand même très, très bien rebaissé. On est aux alentours de 3, là, plus ou moins en ce moment annuel. Comme j'ai dit, on est encore loin de leur objectif qui est à 2%, mais comme je l'ai déjà mentionné avec les taux d'intérêt, il y a tout le temps un délai. Donc, si on est déjà à 3 et qui montait encore les taux d'intérêt dans les derniers mois, eh bien, on peut assumer que l'inflation a quand même de bonne probabilité de continuer de redescendre, surtout si on regarde les données économiques que je vais également vous montrer qui démontrent déjà donc qu'on a un petit ralentissement économique. Donc, on a l'inflation juste ici. Un autre graphique que je voulais vous montrer qui est super intéressant. Donc, ça, c'est encore une fois l'inflation qu'on a en rouge et en noir, on a le M2 Money Supply. Donc, essentiellement, c'est un indicateur avancé de l'inflation. On peut le regarder de cette façon-là, mais c'est vraiment essentiellement une mesure, on va dire, là, de la quantité d'argent qui est en circulation dans l'économie. Okay? Mais comme on peut voir, souvent les deux vont se suivre et si on regarde le M2 Money Supply en noir, comme j'ai dit, ben, on voit que ça a énormément baissé déjà là, ici. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi on pourrait s'attendre là, que l'inflation diminue encore. C'est pas l'indicateur, je dirais, qui est le plus fiable, mais ça peut quand même donner une idée approximative de au moins la direction vers laquelle on va. Et ici, je pense que le graphique là, parle de lui-même, donc on peut voir que c'est quand même plutôt clair à ce niveau-là. Et comme j'ai mentionné, sinon, ben, l'économie en tant que telle commence à ralentir et ça, c'est un très bon point. Je sais que ça peut avoir l'air un petit peu bizarre dit comme ça, mais concrètement, c'est le cas parce que si on y pense vraiment, la Banque centrale a augmenté les taux d'intérêt pour essayer de faire ralentir l'inflation, mais pour que l'inflation ralentisse, il faut que l'économie ralentisse aussi. Okay? Donc ça, c'est un point qui est super important de comprendre. Donc si par exemple, on regarde le taux de chômage aux États-Unis, c'est l'un des très bons indicateurs. On voit que historiquement parlant, on est encore là très très bas. Donc on peut voir qu'on est vraiment en fait dans des points bas là, depuis plusieurs décennies. Donc on a vraiment beaucoup de marge en fait si on veut que l'économie ralentisse un peu plus. On voit que récemment, mettons qu'on regarde la dernière année, on voit qu'on est quand même remonté un petit peu. Donc on a un peu plus de chômage depuis la dernière année là, aux États-Unis, ce qui encore une fois est un bon point parce que comme je dis, la Banque centrale voulait voir l'économie ralentir. Et ça, c'est un point aussi qui est positif en soi pour les marchés boursiers. Je sais qu'encore une fois, ça peut avoir l'air un peu bizarre dit comme ça, mais c'est quand même le cas pour de vrai parce que l'inflation était le plus gros risque. Donc, s'ils sont capables de ralentir l'inflation, de ralentir juste un peu l'économie sans que quelque chose brise, comme j'expliquais tantôt, sans qu'on ait une catastrophe, c'est le meilleur scénario possible. L'inflation est sous contrôle, l'économie ralentit juste un peu, mais sans non plus faire trop de dommages. C'est parfait et c'est exactement ce qu'on est en train de voir en ce moment. On a le taux de chômage qui augmente un petit peu. Une autre donnée que j'aime vraiment beaucoup regarder, c'est le ISM Manufacturing PMI. C'est ce qu'on appelle un indicateur avancé. Essentiellement, c'est des données qui vont nous montrer un petit peu d'avance dans quelle direction l'économie s'en va. C'est un indicateur qui va tourner aux alentours de 50. Donc, si on est au-dessus de 50, c'est qu'on est en croissance, c'est que les choses vont bien, etc. Si on est en dessous de 50, c'est qu'on est en train de ralentir. Puis, normalement, c'est un indicateur qui va évoluer à peu près 6 à 12 mois d'avance. Donc là, comme on peut voir juste ici, ça fait déjà là, plusieurs mois, en fait quasiment depuis le début de l'année qu'on est en dessous du niveau des 50. Donc c'est très logique qu'on commence à voir l'économie ralentir. Le ISM Manufacturing PMI nous le disait déjà là, depuis plusieurs mois. Donc c'est pour ça que c'est pas une surprise, c'est pour ça que moi-même je me suis positionné en fonction de ça, comme vous allez le voir. Okay? Donc bref, on est en train
de ralentir. Le ASM Manufacturing PMI, comme j'ai dit, c'est l'un des meilleurs indicateurs avancés. C'est extrêmement précis la plupart du temps. 6 à 12 mois d'avance, là, c'est vraiment très, très bien comme indicateur. Et si on dézoome un peu plus, ben là, on voit qu'on commence à être quand même relativement négatif. Là. Je veux dire, les dernières fois qu'on a été négatif à ce point-là, si je dézoome un petit peu plus, ben, en fait, on va voir que la dernière fois, c'était en 2020. Ensuite de ça, c'était en 2008. Et ensuite de ça, c'était dans les années 2000. Fait que là, on se rapproche quand même de niveaux qui sont assez faible au niveau du ASM Manufacturing PMI et ça peut justement peut-être montrer qu'on va avoir un ralentissement économique qui va continuer un peu. Donc on a commencé à le voir. Je vous l'ai montré avec les données du chômage, mais on pourrait aussi regarder les données de l'emploi en général. On le voit ici sur le ASM Manufacturing PMI. Bref, on est en train de ralentir. Mais là, si les PMIs comme ça continuent de ralentir et continuent de baisser dans les prochains mois, à mon avis, on va avoir un ralentissement qui va être un petit peu plus notable. Est-ce que ça veut dire que le marché va s'effondrer? C'est pas ça que j'ai dit. Okay? J'ai dit qu'on va avoir un ralentissement qui est un petit peu plus notable. Encore une fois, tant que rien ne brise et rien n'éclate, on est correct. Mais si quelque chose éclate, et là, c'est là qu'on aurait justement une plus grosse correction. Donc, il faut juste le savoir et évidemment être prêt pour ces différentes éventualités, tout simplement. Mais là, comme j'ai dit, on commence à ralentir. Ok, ça, c'est important de le comprendre. Là. Je veux dire, si on revient, mettons, justement là, aux données du chômage, on commence à ralentir. Mais on est encore à 3,9% taux de chômage aux États-Unis. C'est historiquement encore très faible. Okay? Donc, c'est juste le début du ralentissement. À mon avis, ça va continuer de ralentir dans les prochains mois. Là, la question à se poser, c'est est-ce que ça va juste ralentir un peu comme j'ai dit, ça va se stabiliser puis le marché va continuer de monter ou est-ce que ça va vraiment ralentir beaucoup, quelque chose va briser et là, on aurait un mouvement qui serait plus négatif. Donc, ça, c'est la grande question qu'on va, j'imagine, avoir de plus en plus d'idées là-dessus dans les prochains mois. Pour l'instant, c'est juste impossible de savoir. Moi-même, très honnêtement, j'ai pas vraiment d'avis. Est-ce que ça a le plus de chances de briser? Est-ce que ça a le plus de chances de ralentir un peu? Difficile à dire. L'avenir nous le dira. OK? C'est même pas un point qui est si important parce que, comme j'ai dit, c'est dans plusieurs mois. Fait que c'est pas le trade qu'on est en train d'avoir en ce moment, tout simplement. Mais c'est quand même quelque chose donc à garder en tête qu'il va falloir surveiller ces données économiques pour voir si on a vraiment juste un petit ralentissement pas trop exagéré ou si on a quelque chose qui va être un petit peu plus intense, tout simplement. Bon, maintenant que tout ça est dit, si on retourne également sur ce graphique-là, je vais rajouter le taux de chômage juste ici et le point que je voulais vous montrer en fait, là, c'est que, mais comme je viens de parler, le taux de chômage est un bon indicateur quand même là, quand l'économie commence à ralentir. Tu sais, on peut voir que ici en blanc, encore une fois, c'est le marché boursier. Quand on a justement un crash juste ici, on voit le taux de chômage qui explose. Ça a été la même chose juste ici là en 2008, ok? Mais le taux de chômage, comme on peut voir, avait déjà commencé à bien remonter. Là. Si on regarde, mettons, aux alentours d'ici, dans le haut des marchés boursiers, fait qu'on est à peu près ici au taux de chômage, on est déjà là pas loin de 5%. Okay? Fait qu'on était quand même plus haut au niveau du taux de chômage. Ici, on était un petit peu plus bas, mais on voit qu'on a quand même beaucoup monté. Fait que souvent, c'est vraiment, comme j'ai dit, quand l'économie commence à ralentir, le taux de chômage augmente beaucoup, que là, le marché, on va dire, le redescend. Mais si on regarde en ce moment, ben, le taux de chômage est encore très faible. Okay? Donc moi, à mon avis, puis c'est vraiment comme ça que je me suis positionné, c'est que oui, on va avoir un ralentissement qui va continuer dans les prochains mois, donc un taux de chômage qui devrait remonter un peu comme ça, mais pour l'instant, le marché devrait continuer de monter, puis c'est vraiment quand que ça va peut-être briser, comme j'ai dit, que là, on aurait peut-être un mouvement qui serait plus négatif. Bon, si on revient sur ce graphique-là, comme on peut voir juste ici, ça c'est la correction qu'on a eue justement là dans les derniers mois. Personnellement, moi, la façon que je m'étais positionné, donc j'ai acheté le S&P une première fois, puis c'est vraiment ma plus grosse position que j'ai en ce moment, exactement à ce niveau-là, juste ici. Okay? Donc, j'avais plusieurs raisons de vouloir acheter le S&P juste ici. Premièrement, d'un point de vue fondamental, comme j'ai dit, on est encore dans une situation fondamentale qui est positive pour les marchés, ok? Puis on le voit juste ici avec le prix et la hausse là, des dernières semaines, mais je pense que je vous l'ai assez démontré aujourd'hui. On est encore dans une bonne situation. Donc, fondamentalement, on est positif et ça, c'est vraiment tout le temps, en passant, la première étape de mon processus d'analyse. Il faut que le fondamental soit positif ou négatif. Il faut que ce soit clair d'un des deux côtés pour que j'aie envie de me positionner. Mais donc, c'est vraiment ça qui va me donner la direction que j'ai envie de trader. Donc, si le fondamental est positif, eh bien, je vais être positif sur les marchés. Puis, techniquement, par la suite, avec mon graphique, je vais attendre un niveau intéressant pour me positionner. Là, après ça, on rentre dans des détails, c'est-à-dire que j'ai plus qu'un système de trading, il y a plus qu'une façon de se positionner, de gérer son risque, gérer ses positions. Bref, c'est pas ça le point de la vidéo. Mais donc, c'est
c'est ici que je m'étais positionné une première fois sur le S&P. On avait une belle trendline, on avait le 200 moving average, on avait un key level juste ici. Bref, j'avais plusieurs raisons de penser qu'à partir d'ici, le marché allait remonter. Comme j'ai dit, sinon, on a eu la correction durant l'été qu'on a souvent là, sur les indices. Et là, on était en début octobre. On peut le voir là, juste ici sur l'axe horizontal. Donc, début octobre. Souvent, c'est aux alentours de octobre-novembre qu'on commence à faire un point bas. Donc, j'avais assumé que ce niveau-là pourrait bel et bien être respecté et nous donner un point bas. Puis comme on peut voir, j'ai eu raison pendant quelques semaines, mais par la suite, le marché a arrêté de monter ici et on est revenu faire un nouveau point bas. La raison principale de ce nouveau point bas était le début d'une guerre en Israël. Bon, évidemment, quand j'avais pris mon trade, j'avais pas anticipé qu'on aurait une potentielle guerre qui éclaterait au Moyen-Orient. C'était pas dans mon analyse. Personne avait vu ça venir, donc bon, ça fait partie du jeu. Mais malgré tout, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai gardé mes positions, puis j'en ai même racheté. Okay? Donc, j'en ai racheté là un petit peu aux alentours d'ici, puis j'en ai même racheté à ce niveau-là. Donc, au total, j'ai 3 positions en ce moment, puis je vais faire apparaître à l'écran maintenant un screenshot de mon courtier où ce qu'on voit vraiment ces 3 positions, parce que bon, je sais que des fois, il y a des gens qui peuvent être suspicieux, puis c'est pas plus grave que ça, mais je vais vous le montrer là juste ici. Donc bref, j'ai vraiment ces 3 positions-là. De toute façon, à chaque fois que je prends un trade, je vais tout le temps le publier en direct dans mon groupe de trading avec mes étudiants. On a plus que 400 personnes aujourd'hui dans le groupe. Donc évidemment, je veux dire, tout est là directement là, de toute façon. En tout cas, bref, peu importe. Donc là, on a, comme j'ai dit, mes positions qui sont aux alentours d'ici. On est venu faire un nouveau point bas. C'est pas quelque chose qui m'inquiétait quand on est venu faire un nouveau point bas. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, c'était vraiment relié à une peur, selon moi, un peu excessive de la guerre qu'on avait au Moyen-Orient. Pourquoi excessive? Parce que tant et aussi longtemps que ça ne devient pas mondial, puis qu'on n'a pas, par exemple, les États-Unis qui embarquent vraiment beaucoup là-dedans, ben c'est pas quelque chose qui va impacter les marchés en général. Puis évidemment, je vais pas essayer de me positionner d'avance sur ça. C'est-à-dire que si la guerre avait été pour justement devenir quelque chose de beaucoup plus gros, ben je m'aurais adapté en fonction de ça quand on aurait eu des meilleures confirmations. Mais tu sais, je vais pas essayer de prédire ça. Donc la guerre était encore juste au Moyen-Orient principalement. Bon, je sais qu'il y a d'autres pays qui ont embarqué un peu, mais tu sais, rien de trop poussé, là, on va dire ça comme ça. Donc la guerre était maintenue dans leur territoire. Donc, tant et aussi longtemps que ça ne prenait pas plus d'ampleur, ben, je vois pas comment ça aurait changé mon opinion ou mon analyse sur les marchés. Au final, comme j'ai dit, les États-Unis, ça reste le plus important. Fait que si la guerre est vraiment contrôlée dans leur territoire, ben, c'est pas quelque chose qui va impacter les marchés en général, tout simplement. Fait que ça, c'est quand même un point qui est important là, de comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on est venu faire un nouveau point bas, mais que moi, personnellement, ça n'a pas changé grand-chose là, à mon analyse. On avait quand même sinon d'autres niveaux que je regardais là, comme on peut voir juste ici. Donc tant et aussi longtemps qu'on respectait en général à peu près cette zone-là juste ici, ben, c'était pas quelque chose qui m'inquiétait. On avait même passé en dessous un petit peu du 200 moving average qui est ma ligne jaune juste ici. C'est pas non plus quelque chose qui m'inquiétait. Pourquoi? Parce qu'en début d'année, quand j'avais été très haussier sur les marchés, on avait fait exactement la même chose juste ici. On avait passé en dessous du 200 moving average, mais on avait réussi à le réintégrer par la suite. Donc juste le fait qu'on aille un peu plus bas, c'est pas quelque chose qui, comme je dis, là, changeait vraiment quoi que ce soit à mon idée. Je restais haussier, on avait un bon fondamental, on avait la tendance saisonnière aux alentours de octobre-novembre qui est l'une des meilleures tendances saisonnières. C'est vraiment ce qu'on appelle le Christmas Rally, donc la montée de Noël. Souvent, aux alentours de novembre-décembre, le marché repart à la hausse. Et bien voilà, c'est exactement ce qu'on a juste ici. Donc, j'ai gardé mes positions. Le marché a énormément monté dans les dernières semaines et donc en ce moment, ces positions-là sont en très bon profit. Et maintenant, donc la dernière question à se poser, c'est jusqu'à où ça peut monter parce que là, comme j'ai dit, ben, le fondamental est haussier. Personnellement, je pense que ça va rester haussier pour au moins quelques mois, le temps de voir un peu plus de ralentissement économique, puis après ça, de juger si ça va ralentir vraiment beaucoup ou si ça va être plus contrôlé. Mais donc, comme je l'ai expliqué aujourd'hui, ben même si on a un petit ralentissement, ça reste haussier quand même historiquement parlant. On est encore dans une très bonne période de l'année. Je veux dire, on est juste à la mi-novembre quand j'enregistre cette vidéo-là. Donc, peut-être qu'il reste encore du jeu là, pour le Christmas Rally. Bref, tout ça pour dire que je suis encore haussier fondamentalement. Techniquement parlant, c'est très haussier. Tu sais, là, je me fie beaucoup au S&P juste ici. Mais si on regarde par exemple le Nasdaq est en train de break out là, vraiment à la hausse d'une façon assez similaire. Donc on a une pattern là, qui est très très bien juste ici. Donc en général le marché est encore haussier. Fait que si on se fie au S&P, c'est quoi les prochains niveaux à surveiller? Bon, premièrement, on a quand même une zone
qui est assez intéressante alentour d'ici. Okay? Donc, c'est quand même une assez grosse zone. Il n'y a pas vraiment un niveau qui est extrêmement précis. Là. C'est plus une zone, comme j'ai dit. À mon avis, on va pouvoir peut-être avoir une petite correction alentour d'ici. Juste pour être clair, là, quand je dis petite correction, ça serait un mouvement, par exemple, qui ressemblerait peut-être à quelque chose comme ça. Okay? Donc, juste une petite correction. Peut-être que ça peut niaiser un petit peu alentour d'ici avant de remonter. Bref, je pense pas que le marché va forcément le monter comme ça, sans arrêt. Okay? Éventuellement, on va sûrement avoir une correction, ce qui est tout à fait normal. Et c'est vraiment pas quelque chose qui est problématique. Donc, éventuellement, on aurait peut-être une correction alentour d'ici. Mais personnellement, je pense donc que le marché, même si on corrige, va éventuellement être capable de venir briser ce niveau-là, un petit peu comme on l'a déjà fait sur le Nasdaq. Donc, à mon avis, on a justement là, au moins ce mouvement-là à aller chercher. Donc, à mon avis, on va vraiment être capable de briser ce niveau-là. Et si l'économie par la suite, comme je dis, ne brise pas puis qu'on n'a pas quelque chose d'hyper négatif, ben, à mon avis, si on est capable de briser ce niveau-là, on peut aller chercher le point haut historique, donc le point haut qu'on avait ici en 2022. Puis si l'économie ne brise jamais malgré la hausse récente des taux, ben, à mon avis, on peut le dépasser puis continuer de monter. Je vous rappelle que sur du long terme, les marchés sont haussiers. Okay? Donc, en général, moi, personnellement, j'aime mieux me positionner dans cette direction-là, surtout quand on a un bon fondamental et un bon technique, que de tout le temps essayer de prédire le crash ultime. Okay? Des fois, on voit ça souvent sur Internet. Des gens, ça fait des années qu'ils sont baissiers pour X, Y, Z raison. Okay? Guys, sur du long terme, les marchés sont haussiers. Okay? Arrêtez de vous battre contre l'innovation humaine. Souvent, c'est ça que je dis, même à mes étudiants. Il faut juste suivre le marché en général, puis souvent, ça fonctionne mieux, là, tout simplement. Donc, comme j'ai dit, peut-être une correction dans les prochains jours, semaines, c'est pas impossible, mais selon mon analyse, mais moi, je pense qu'on va être capable de briser ce niveau-là et peut-être même aller chercher le point haut historique. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qui arrive dans les prochains mois, mais personnellement, je suis déjà en très, très bon profit sur ces positions-là. Si on mesure, là, ça fait déjà un profit aux alentours de 7%, ce qui est excellent. Ici, de mémoire, je pense que j'avais fait aux alentours de 10% sur mes positions sur le S&P. Donc, une très belle année, du moins là, pour les indices là, juste ici et même pour mon trading en général. Comme j'ai dit, je compte pas fermer mes positions ici. Là, je vais les laisser rouler tant et aussi longtemps que le fondamental reste haussier. Moi, c'est vraiment comme ça que je vais trader. Tant qu'on n'a pas quelque chose qui brise dans l'économie, comme j'ai dit, je reste haussier, je vais garder mes positions et c'est pas mal aussi simple que ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Vidéo quand même assez longue, mais également différente de ce qu'on fait d'habitude. Mon objectif, c'était vraiment, comme j'avais dit, de vous apporter le plus de valeur possible, d'être vraiment le plus transparent possible sur comment je réfléchis et comment je crée mes idées de trade. Si ça vous intéresse de justement travailler avec moi directement et d'aller plus loin dans votre apprentissage sur les systèmes de trading qu'on utilise, je vous rappelle, guys, que justement, j'ai le programme de coaching qu'on a plus que 400 étudiants dedans aujourd'hui. Pour vous expliquer rapidement ce qu'on fait, c'est vraiment du coaching individuel. Donc, moi, personnellement, je vais travailler individuellement avec tous les étudiants qu'on a au sein du programme. Donc, on a un suivi à chaque semaine. On a des appels de coaching. Quand la personne commence à trader, elle peut même m'envoyer ses analyses, m'envoyer ses trades, elle peut tout le temps me poser ses questions. Bref, c'est vraiment ça l'idée du programme, c'est d'avoir un coaching individuel. Et moi, mon objectif avec ça, c'est vraiment donc de vous guider étape par étape au travers de l'entièreté du processus. Ça fait plus que 6 ans aujourd'hui que je fais du coaching. Comme j'ai dit, on a plus que 400 étudiants dedans. C'est quand même des gros programmes parce que comme j'ai dit, on a un suivi à chaque semaine, on a des appels de coaching, il y a des dizaines d'heures de vidéos éducatives et pratiques, il y a des nouvelles vidéos à chaque semaine, il y a un groupe de trading, on a des appels de groupe. Bref, littéralement, tout ce que je fais dans mon trading, c'est là-dedans de façon hyper transparente. Comme j'ai mentionné, à chaque fois que je prends un trade, on le met en live dans le groupe de trading. Donc, les étudiants vont voir mes gains, mais ils vont aussi voir mes pertes parce que oui, ça fait partie du trading et il n'y a aucun mal à ça, tout simplement. Donc bref, c'est juste pour vous mentionner que, honnêtement, ce qu'on fait au sein du programme, c'est juste incroyable. Si vous aimez ce genre de vidéos-là, comme j'ai dit, c'est des vidéos en fait que je fais à chaque semaine pour les étudiants du programme où ce que je résume les marchés, mon avis justement sur qu'est-ce qui va se passer, mes propres trades. C'est quelque chose que je fais à chaque semaine. Fait que si vous aimez ce genre de contenu-là, eh bien, je vous invite très fortement à regarder plus en détail pour venir travailler avec nous. On a une super belle communauté et moi, je suis extrêmement confiant que si vous êtes sérieux et motivé, je vais pouvoir vous aider et tout simplement justement là, vous permettre de progresser et d'aller chercher des résultats. Donc si c'est quelque chose, guys, qui vous intéresse, regardez également le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez y trouver en fait un site internet où vous allez pouvoir aller dessus et sur ce site-là, vous allez trouver une autre vidéo de présentation qui dure à peu près 20 minutes où ce que j'explique un petit peu plus en détail le processus qu'on va suivre avec les étudiants du programme pour aller chercher des résultats. Donc ça va vraiment en fait vous mettre en contexte un peu plus sur qu'est-ce qu'on fait davantage et par la suite,
suite, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse et que vous êtes sérieux là-dedans, vous allez même pouvoir planifier un appel avec moi directement, où ce qu'on va prendre le temps ensemble de regarder votre situation, vos objectifs, on va se faire un plan d'action, on va voir si vraiment je peux vous aider et on va aller droit au but. Donc c'est vraiment ça l'idée du programme. En général, quelqu'un qui rejoint le programme puis qui est vraiment sérieux dans son apprentissage, normalement, je vous dirais qu'en 2 à 3 mois, la personne peut déjà avoir une très bonne compréhension des marchés et par la suite, bien évidemment, ça va être du perfectionnement, d'augmenter son capital, d'aller chercher une constance, etc. Mais donc quelqu'un qui est vraiment sérieux, ça ne sera pas si long parce qu'on va droit au but et on se concentre sur l'essentiel, tout simplement. Donc voilà, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, allez voir ça, puis je vous le dis, vous n'allez pas être déçus, tout simplement. Sinon, guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude. Si oui, mettez-y un like, partagez-la également. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient en bénéficier d'écouter cette vidéo-là. Et là-dessus, je vais tout simplement donc vous retrouver dans la prochaine vidéo.